Bonsoir à toutes et à tous. Nous nous retrouvons ce soir avec, avec Bernard Friot et Nina Goualier. Bonsoir Bernard, bonsoir Nina. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vous présente très succinctement et je vous laisse le temps ensuite de le faire un peu plus dans le détail. Bernard, tu es un militant communiste, tu es sociologue et économiste. Tu es aussi membre du réseau Salariat. Et Nina, tu es doctorante en sociologie et tu co-animes Médusa, qui est la revue de presse hebdomadaire de nos révolutions. Bonsoir à tous les deux, je suis vraiment très heureuse de pouvoir discuter avec vous pendant cette soirée au sujet du communisme déjà là et du pouvoir populaire. Je vais vous laisser vous présenter un peu plus dans le détail avant d'expliquer la suite du programme. Bernard, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Je peux présenter un peu davantage Réseau Salariat. Réseau Salariat, c'est un réseau d'éducation populaire, comme on dit. C'est un intellectuel collectif qui travaille sur des questions comme les mises en sécurité sociale de tout un tas de productions. Sur le modèle de la sécurité sociale du soin, on pourrait mettre en sécurité sociale l'alimentation, le transport, le logement, la culture, les services funéraires, enfin l'énergie, l'habitat. Et on travaille à ça. On travaille aussi à comment aller plus loin dans la conquête du salaire lié à la personne, et non pas au poste de travail. On aura l'occasion d'y revenir, bien sûr, mais c'est un des gros objectifs de Réseau Salariat. Merci Bernard. Nina, est-ce que tu peux aussi te présenter en quelques mots? Eh bien, moi, je suis Nina. Je suis actuellement en doctorat de sociologie. Je fais une thèse sur euh, l'évolution du projet associatif dans l'économie sociale et solidaire au Québec, et que je fais d'ailleurs à Montréal, au Québec. Donc, C'est pour ça qu'il ici, fait il est jour. 13h. Exactement. Et mais depuis quelques temps déjà, j'ai rejoint la grande aventure de nos révolutions, surtout à travers Médusa, notre newsletter hebdomadaire d'actualité politique, qu'on aura le temps de présenter un petit peu plus tard. Super, ben, je vous remercie tous les deux. Donc avant toute chose, je vais un petit peu présenter effectivement nos révolutions, puisque Minerva, c'est la chaîne Twitch de ce média et la revue de presse dont on va parler après, qui s'appelle Médusa, et du coup la revue de presse également de nos révolutions. Bon, il y a un peu un pattern de déesse romaine. C'est une préférence, c'est un goût personnel des animatrices et animateurs de ces différents outils. Mais voilà, du coup, Nos Révolutions, c'est un média militant qui est ouvert, qui est participatif et qui a pour objectif de débattre des idées communistes avec voilà, l'objectif de les diffuser et de les mettre en débat le plus largement possible qui s'organise aussi de manière assez structurelle autour de partis pris qui sont publiés tous les mois et qui sont le fruit de discussions, d'une réunion en fait hebdomadaire de toutes les personnes qui le souhaitent, qui suivent nos révolutions. Et on débat d'un sujet d'actualité de manière, enfin voilà, dans l'objectif de faire un parti pris, donc de prendre position sur ce sujet. Donc, par exemple, le dernier parti pris qu'on a publié, bien sûr, parle de la guerre d'Israël contre les Palestiniens. Donc nous avons publié ce parti pris il y a quelques jours et je vous invite à aller regarder de plus près nos différents partis pris qui ont été publiés du coup, enfin qui sont publiés en chaque début de mois et qui donc sont des prises de position publiques et collectives qu'on prend du coup dans nos révolutions et bien sûr d'autres articles et les entretiens qu'on fait sur Minerva ainsi que la veille d'actualité qu'on envoie chaque semaine et à laquelle il est possible de s'abonner sur notre site, donc nosrévolutions.fr.
Du coup, ce soir, encore une fois, on est sur Twitch. Il s'agit d'une émission qui, comme chaque semaine, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit la plus participative possible, que ce soit avec le chat que je salue, mais aussi que voilà, la discussion soit la plus décontractée voilà, et libre possible entre les trois participants. La première partie de l'entretien commence toujours par une discussion autour soit d'un article, la plupart du temps c'est autour d'un article qui a été publié sur nos révolutions, et du coup on a une discussion autour de cet article avec la personne qui l'a écrit et l'invité de l'entretien. Mais cette semaine, on déroge un peu à la règle. On fait quelque chose d'un un peu plus pimenté. On va discuter de la veille d'actualité, ce qui peut sembler un peu étrange de discuter d'une veille d'actualité. On se demande qu'est-ce qu'on va bien pouvoir en dire. Mais c'est le défi qu'on s'est posé parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, comme vous allez le voir. Et une fois qu'on aura fini de parler de ça, on aura une grande discussion du coup avec notre invité Bernard Friot sur les idées et les concepts qu'il développe depuis des années et qui met à contribution du débat communiste. Voilà, donc c'est le petit teasing pour tout à l'heure. N'hésitez pas à participer à la discussion dans le chat. Je vais arrêter cette longue présentation qui a déjà trop duré. Et si vous me le permettez, je vais tout de suite commencer avec ma première question pour toi, Nina. Ça fait du coup maintenant 1 an que tu participes à animer Médusa, qui, comme je disais, est la newsletter hebdomadaire Nos Révolutions. Donc cette newsletter, elle est un peu particulière parce qu'il ne s'agit pas uniquement de partager les dernières actualités du média Nos Révolutions. Ça prend la forme d'une revue de presse nationale et internationale, accompagnée d'une sélection des dernières actualités des think tanks, des institutions, du gouvernement, des associations d'élus, etc. L'objectif, comme l'explique la page d'abonnement à la veille, c'est de faciliter l'accès à l'information. Puis bien sûr, pas n'importe quelle information, puisque comme dans toute revue de presse, la sélection répond à des critères politiques. Donc il s'agit à la fois de diffuser les débats qui nous semblent intéressants, qui semblent intéressants aux animateurs de la veille, mais y compris pour un peu comprendre ce qui se dit de part et d'autre dans le débat politique, pour comprendre un peu quels sont les tenants du débat public. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le sens de cette démarche et la raison pour laquelle cette veille d'actualité prend cette forme? Oui, bien sûr. Déjà, je vais commencer par dire tout simplement qu'au quotidien, on est saturé d'informations. On a accès à un nombre incroyable d'informations de toutes sortes qu'elles soient, mais le problème, c'est qu'elles n'est pas toujours de la meilleure qualité possible. Par exemple, on a beau regarder toute la journée des chaînes d'infos en continu, au final, on aura accès à des informations tronquées qui sont ou à des images qui sont très limitées, avec très très peu d'analyse. Et donc, au final, ou même sur certains réseaux sociaux, on va avoir beaucoup d'informations qui sont diffusées pour faire du buzz, sans forcément nous porter à réfléchir sur les enjeux qui se posent à nous. Alors que pourtant, l'actualité est quand même assez riche, fournie, énormément de choses prêtes à débat, et c'est dommage qu'on puisse pas avoir accès à une bonne information, et surtout qu'on ait majoritairement accès à un seul discours, le discours dominant, et que les voix dissonantes ne soient pas nécessairement mises en valeur. Mais sauf que pour pouvoir faire vivre la démocratie, c'est important de s'informer, d'avoir accès à des analyses fouillées, d'y réfléchir, et ça va nous permettre de débattre, d'avoir cette vitalité de la vie publique qui, si on n'est pas informé, nous fait cruellement défaut, ou alors n'a pas énormément de sens ou est superficiel. Mais le problème, c'est que avoir accès à des analyses, avoir accès à des sons de cloche différents de ce qu'on peut voir dans les principaux médias, ça prend énormément de temps. Et malheureusement, tout le monde n'a pas le temps de passer plusieurs heures par semaine, voire par jour, à chercher dans différents médias, qui soient libres d'accès ou pour lesquels il faille s'abonner, toutes les clés nécessaires à la compréhension de l'actualité. Donc c'est pour ça que Médusa se propose de le faire
pour toutes les personnes qui souhaitent s'y abonner. Et gratuitement, c'est important de le préciser. Exactement, gratuitement, de manière militante. Donc, on fait ça pour faire avancer le débat et non de manière lucrative. Et donc, notre petite équipe va toutes les semaines sélectionner, proposer des contenus variés qui répondent aux grands enjeux d'actualité, mais aussi à des sujets qui ne sont pas forcément mis au premier plan, qui ne sont pas forcément l'actualité brûlante, mais qui vont nous permettre de réfléchir à tous les aspects de notre vie sociale. Alors pour ça, on passe en revue plusieurs dizaines de médias, puisqu'il me semble qu'on en a bien 25-30, plus des think tanks, plus... oui, toujours plus. Chaque semaine, il s'en rajoute, ça nous fait du travail. Afin de permettre d'avoir chaque semaine dans les boîtes aux lettres de tout un chacun et de tout un chacune un certain nombre de clés pour ouvrir les portes des débats et donc voilà, faire vivre notre démocratie. Et c'est pour ça qu'on se donne ce moyen-là, qu'il nous semble important de le diffuser également pour que en fait, ce travail qu'on fait, qu'il puisse profiter au plus de monde possible et qu'on puisse élever un petit peu le niveau de nos connaissances collectives. Et tu parlais justement de la présentation, en tout cas de l'information et la sélection de l'information qui est assez orientée sur les médias, que ce soit les chaînes publiques ou privées d'ailleurs. C'est de plus en plus alarmant quand on voit l'état de la déontologie journalistique sur les plateaux télé. Par exemple, malgré la massification du soutien au peuple palestinien face au nettoyage ethnique qui est organisé par Israël, la propagande de guerre, elle ne faiblit pas du tout sur les chaînes d'information et on se pose de plus en plus la question de mais en fait, est-ce qu'il y a réellement une volonté de diffuser l'information et de mener à bien le métier journalistique tel qu'il est censé se mener. Et l'accès ou non à l'information, elle est décisive dans la bataille démocratique parce qu'on peut penser à ce qui se passe à Gaza, mais aussi la vidéo qui a fait éclater la vérité sur le peuple de Naël Mesrouk. Voilà, s'il n'y avait pas eu cette vidéo, l'information qui aurait fait état de vérité, ça aurait été que voilà, la version que le policier avait communiquée, comme quoi il s'agissait d'un outrage et que voilà, c'était une légitime défense, etc. Alors qu'on a bien vu que c'était faux. La bourgeoisie, elle œuvre à infuser son idéologie de manière très agressive dans les masses, que ce soit grâce aux médias, aux institutions, etc. Et donc il est essentiel que le camp des travailleurs et des travailleuses ait des armes pour diffuser de l'intelligence dans notre classe. Et justement, alors moi c'est quelque chose qui me tient très à cœur dans nos révolutions et j'aurais aimé que tu nous dises un peu ce que tu en penses. La démarche de nos révolutions, que ce soit avec sa revue de presse, son émission, etc. Cet enjeu de conquérir une autonomie intellectuelle pour les travailleurs et les travailleuses, pour tous celles et ceux qui ont intérêt à la démocratie en fait, comment cette démarche avec ces différents outils, elle peut y participer à ton avis ? Moi, je pense qu'elle peut y participer à deux niveaux. Premièrement, au niveau de son format, qui est intéressant, et ensuite au niveau de son contenu. Au niveau du format, bien que je ne sois pas forcément très très à l'aise avec les outils numériques, je dois avouer quelque chose qui est quand même assez incroyable de mon point de vue, c'est que le numérique nous a offert un champ des possibles presque infini. En fait, nous a donné accès à un espace qui va défier les contraintes de déplacement, qui va défier aussi les contraintes horaires, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont accessibles en replay, etc. Des articles peuvent se lire à peu près à toute heure du jour et de la nuit, même à l'autre bout du monde, on peut lire et voir, et nous permet de faire de la politique en ligne. Alors, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir rapport, ma réponse, mais on va y venir. Ça nous permet de faire de la politique en ligne, et donc d'aller, en fait, là où sont beaucoup de gens, parce que en plus du travail militant dans l'espace public, être en ligne, c'est aussi avoir accès à un espace que les gens vont bien vouloir nous donner, parce qu'ils vont se connecter, ils vont pouvoir s'abonner à des contenus, etc. Et en fait, au final, c'est de manière beaucoup plus flexible pouvoir amener le débat
dans toutes les sphères possibles et imaginables. Et donc ça, je trouve ça quand même assez intéressant et assez riche parce que ça nous permet aussi de pouvoir accrocher des personnes qui ne se seraient pas forcément arrêtées dans la rue, qui ne nous auraient pas forcément ouvert leurs portes, etc. Donc je trouve que c'est quand même quelque chose de fou, le numérique. Ça m'étonnerait tous les jours. Mais surtout, je trouve ce qui permet de participer à conquérir une autonomie intellectuelle dans la démarche, c'est que déjà, le temps qu'on utilise, que ce soit surtout dans les émissions, a une liberté qui, je trouve, est assez intéressante parce que on discute d'énormément de sujets, on discute de manière très naturelle avec les propos qu'on aurait pu tenir au café entre amis. D'ailleurs, si vous voulez me rejoindre au café un jour pour discuter de tout type de sujet, j'en serais extrêmement ravie. Ça coûtera juste le prix d'un billet d'avion. Exact. Ou vous pouvez y aller en voilier. Hein. Si vous avez 3 semaines à perdre, ce serait merveilleux et aussi très écologique. Mais surtout, je pense que ce qui est important dans cette démarche-là, c'est que on est une équipe assez diverse, surtout au niveau de nos expertises qui sont différentes. Pas tous experts internationalement reconnus de divers sujets, mais en fait, il y a quand même une équipe de personnes qui se sont développées des expertises en faisant des recherches, en faisant bénéficier au travers d'articles, au travers d'émissions, sur tout un tas de formats. Et je pense que c'est cette diversité-là qui nous permet de réfléchir ensemble, d'aller vers des sujets sur lesquels on ne serait pas forcément allé de prime abord, et surtout de réagir à une actualité et de demander à tout un chacun, si elle et il le souhaitent, d'y réagir en commentaire, de participer à ces débats. Bernard, je parlais juste avant de l'agressivité des classes dominantes dans leur propagande de guerre. Vu ce qui se passe à Gaza et l'entreprise de nettoyage ethnique qui est à l'encontre des Palestiniens. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de t'exprimer sur le traitement politique et médiatique de l'offensive meurtrière d'Israël ces dernières semaines, sûrement, mais voilà, je trouvais que ce moment du débat te permettait aussi potentiellement de t'exprimer sur la question si tu le souhaites. Oui, comment ne pas être solidaire des Palestiniens dans cette entreprise absolument, disons, qui est le prolongement de 60 ans et davantage d'entreprises de colonisation, de négation de l'existence du peuple palestinien, de crimes quotidiens, aussi bien contre les Gazaouis qu'en Cisjordanie, de refus de tout contact avec les autorités avec l'autorité palestinienne, de construction comme adversaire d'un groupe criminel, le Hamas. Là, on est vraiment dans l'entreprise coloniale et par excellence, la négation de l'autre et le traitement médiatique français est indigne quand on voit. Alors, ne parlons pas de la manifestation de diversion d'hier, qui était quand même particulièrement scandaleuse, de dimanche. Où on a retrouvé tout ce que le pays compte de droite et d'extrême droite pour de fait apporter son soutien à Netanyahou, à un gouvernement d'extrême droite. Et ça a à voir évidemment avec le débat français, de la montée de l'extrême droite et de la banalisation du Rassemblement national. La presse, la télé, la radio, tout ce monde-là participe allègrement à cette affaire. Oui, c'est un scandale répugnant. Merci. Nina, tu participais aussi au dernier talk du dimanche de cette chaîne Twitch. Du coup, pour ceux qui ne le savent pas, les talks du dimanche, c'est un moment où on se retrouve à plusieurs militants de nos révolutions pour discuter de l'actualité et de manière très, très informelle. Et justement, dans le monde militant, on a l'habitude de débattre d'actualité régulièrement. En général,
enfin voilà, au Parti communiste, moi par exemple c'est là que j'ai commencé à m'engager. Dans le monde militant, dans les partis politiques, on a l'habitude de débattre d'actualité toutes les semaines, mais c'est peu commun de le faire publiquement. En général, quand on le fait publiquement, il s'agit de conférences organisées, de débats plus larges, etc. Mais en gros, les débats d'actualité qu'on appelle internes, c'est pas commun que ce soit public. Ça rejoint aussi d'ailleurs ce que je disais tout à l'heure sur les partis pris qui sont publiés par Nos Révolutions chaque mois, qui sont issus du débat d'actualité hebdomadaire de l'équipe du journal. Ça, c'est pareil, normalement, ça fait partie du compte-rendu de la discussion d'actualité qui est envoyé aux membres des militants de l'association ou de l'organisation militante. Mais c'est rare que le compte-rendu de cette discussion soit rendu public et qu'il y ait des noms et qu'il y ait des visages dessus. Donc du coup, ma question, c'est pourquoi cette volonté de rendre, pour toi, à ton avis, et qu'est-ce que tu en penses, de cette volonté de rendre public des échanges qui ne le sont habituellement pas? Ben, moi, j'aurais tendance à dire que c'est assez important quand on n'est pas d'accord avec la marche actuelle des choses, de dire qu'on s'est réunis, qu'on en a discuté et qu'on est plein à pas l'être, et voilà qui on est. Parce que on a le droit de débattre, on a le droit de s'exprimer. N'en déplaise à ceux qui veulent nous interdire de manifester, à ceux qui veulent censurer l'expression des gens, mais on a le droit de débattre, et je dirais même que quand on est militant, on a même le devoir de continuer à débattre en rentrant par la fenêtre quand on nous ferme la porte. Je pense que c'est quand même assez important. Et bon, bien sûr, quand on a le temps et l'énergie, parce qu'il faut aussi prendre soin de sa santé. Mais je pense que c'est important de le faire et de s'identifier aussi pour exprimer que ne faut pas qu'on ait peur de donner notre avis, il ne faut pas qu'on ait peur de s'exprimer, il ne faut pas qu'on ait peur d'en discuter, parce que c'est un droit qu'on a, parce qu'il paraît qu'on est encore en démocratie. Donc je pense que c'est important de le signaler. Et puis, je pense que c'est d'autant plus important d'encourager les gens à s'exprimer, ceux qui ne le font pas, de donner leur avis, d'aller investir les débats publics, etc. Parce que le problème, c'est que moins il y a de personnes qui donnent leur avis, plus on va prêter à une majorité silencieuse tout et n'importe quelle opinion qui va servir le discours qui va servir le discours dominant, qui n'hésite pas à dire les gens pensent ci, les gens pensent ça. Et bon, déjà, c'est pas toujours vrai, mais ce serait assez utile de tordre le cou à cette rhétorique assez simple et de se dire non, on n'est pas d'accord avec ça, et on est à même de défendre nos intérêts. Il n'y a pas besoin que on en parle à notre place, et surtout qu'on dise n'importe quoi à notre place. Donc moi, je pense que c'est important de donner son nom, et puis de dire, de s'exprimer, et faut pas avoir peur, parce qu'on est beaucoup. Et voilà, donc on peut se retrouver de plus en plus nombreux et de continuer d'en discuter. Totalement. Et Bernard, toi, tu es militant communiste et tu as très tôt fait le choix assez résolu de débattre au grand jour, et y compris quand tu étais en désaccord avec d'autres structures du mouvement communiste. Je voulais savoir quel bilan tu tires de cette expérience. J'ai adhéré au Parti communiste en 1969. Je l'ai quitté d'ailleurs quelques temps après le raidissement identitaire des années 84-85, qui a débouché d'ailleurs assez légitimement assez classiquement sur la débandade des années 90 en matière idéologique. C'est pas mon désaccord avec d'autres structures du mouvement communiste que j'exprime publiquement, ça c'est normal, hein, mais c'est mes désaccords à l'intérieur du Parti communiste même. Je crois que il faut absolument que le parti conserve son souci de l'unité, son souci de ne pas multiplier ou enfin de ne pas organiser de tendances, etc. Tout ça me paraît très, très intéressant du point de vue politique, mais que ça ne se traduise pas par une forme de légitimisme où finalement il y a très peu de débat.
il y a des débats dans les, enfin, il n'y a plus de cellules, donc il y a des débats dans les sections, mais qui n'arrivent jamais ensuite ni au niveau fédéral ou rarement ni au niveau national. Quant à mes positions à moi, elles n'ont jamais été elles n'ont jamais été retenues par la direction nationale. Pas du tout. Au contraire, elles ont été combattues, elles le sont toujours, particulièrement maintenant. Cela dit, en revanche, j'ai énormément de rencontres à la base, comme on dit dans le Parti communiste, hein, qui est la partie pour laquelle j'ai le plus grand respect. Alors je pense que tout le monde t'a bien entendu, mais peut-être essaye de te redresser un tout petit peu pour parler face à ton ordinateur. Je pense que c'était ok, mais ta voix c'est un petit peu... Mais normalement on a bien entendu. Mais du coup, enfin, là vraiment la question que... Parce que, en gros, moi, mon opinion là-dessus, c'est que c'est vraiment très important de débattre publiquement, y compris parce que j'ai l'impression que quand on débat entre quatre murs et qu'en gros, les conclusions de la discussion n'ont pas vraiment d'impact ou de conséquences. Enfin, en tout cas, le fait de parler de manière très... sous le sceau du secret, quoi. Enfin pas forcément sous le sceau du secret, mais qu'en tout cas que ce soit pas rendu public, du coup, peu importe ce qu'on se dit en conclusion, si on fait ou si on le fait pas, ça ne regarde que nous. Et moi j'ai l'impression qu'un des problèmes majeurs que rencontre la gauche de manière beaucoup plus générale, hein, parce qu'on parle depuis le PCF depuis tout à l'heure, mais de la gauche de manière beaucoup plus générale, c'est de renoncer à changer le monde, de renoncer à ce que le peuple prenne le pouvoir, à ce que les travailleurs et les travailleuses prennent le pouvoir, de renoncer à opérer de grands changements dans l'histoire. Et bon, on est en train de parler de réunion à quelques-uns et de l'autre côté de changer l'histoire, mais je pense que c'est pas détaché et que le fait de débattre de manière publique, c'est aussi un premier pas dans cette volonté de dire non, mais en fait, quand on parle entre nous pour débattre de politique, ça doit pouvoir avoir des conséquences. On doit pouvoir se donner les moyens que ce soit pas juste des discussions où on se regarde entre nous et on n'a pas... on n'essaye pas de faire en sorte d'être conséquent. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas ce que vous pensez de ça. Voilà, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette réflexion. Peut-être Nina, puis Bernard, tu peux nous dire aussi ce que tu en penses. Moi, je pense que c'est important que les débats soient accessibles, ne serait-ce que pour déjà les ancrer dans l'espace public, mais aussi pour ne serait-ce que pour montrer qu'on n'est pas une secte de gens bizarres qui prennent des actes dans le secret de leur salle fermée, mais que en fait on s'est réunis dans une salle parce qu'on avait envie d'agir à l'extérieur. Genre la première fois que je suis allée à une réunion politique, j'y suis allée avec l'angoisse au ventre. Je vous fais la petite anecdote parce que j'étais persuadée que j'allais atterrir dans une assemblée de gens super experts qui allaient tester mes connaissances sur Marx et qui potentiellement allaient me déconsidérer si je n'étais pas capable de leur citer je ne sais quelle part obscure du capital. Bon, ça c'est parce que j'ai beaucoup d'angoisse irrationnelle, mais je pense que le fait de rendre public nos débats aussi, ça aide aussi à dire à d'autres personnes qui n'auraient pas forcément eu l'idée de venir débattre avec nous, de le faire parce que c'est des sujets qui peuvent les intéresser, que c'est des sujets sur lesquels ils ont un avis, une opinion, des désaccords aussi, parce que en fait, si on débat entre gens d'accord, on va pas aller bien loin. Mais oui, c'est ça, je trouve que c'est important parce que si on veut populariser nos enjeux, nos réflexions, etc., ça doit pas que rester entre nous. Et toi, Bernard, tu penses quoi de cet enjeu? Si le débat est public, on est obligé d'argumenter de façon un peu sérieuse, hein, ça c'est sûr. Il y a une très large insuffisance du niveau du débat hein, dans nos organisations. Il n'y a pas que dans le Parti communiste. Globalement, il y a une insuffisance du niveau du débat. Les membres de la NUPES en sont pour le moment les uns vis-à-vis des autres à l'invective.
Je pense qu'il est effectivement très important qu'un débat, et un débat intellectuel, argumenté, enfin pas qu'intellectuel, un débat organisationnel, enfin un débat sur l'ensemble de nos pratiques et de nos projets soit. Et puis le bilan aussi, hein, de faire des bilans. C'est là quand même la quatrième défaite en matière de mobilisation sur les pensions. Aucun bilan n'est tiré. Pourquoi est-ce qu'on est battu? Ah bon, bah, va falloir, enfin, s'ils sont forts, il n'y a pas de débat sur le fond suffisant. Hein. Je crois qu'il y a énormément à faire encore. Hein. Et la publicité du débat, c'est effectivement ce qui oblige sa qualité. Je suis d'accord. Oui, et puis d'ailleurs, bon, là du coup on parle du PCF depuis tout à l'heure, donc quand même pour être un peu juste, justement, il me semble que c'est le groupe écolo, enfin, qui travaille sur les questions climatiques, d'énergie, etc. au PCF. Bon, enfin voilà, qu'on soit d'accord ou pas avec leur travail, ils ont publié il y a quelques jours, il me semble, un plan pour 2050 sur le climat. Et par exemple, je trouve ça très bien qu'il y ait ce travail qui soit mis à disposition du débat public. Et voilà, je pense que voilà, nous, on peut y contribuer à notre niveau. Et c'est important que à chaque fois en fait, qu'on travaille et qu'on est en capacité de mettre à contribution nos idées, nos débats dans le mouvement social, il faut le faire, et il faut le faire de manière résolue et avec pour objectif voilà, de participer, de contribuer à faire avancer les choses, quoi. Écoutez, je pense qu'on a fait, si ça vous va, le tour de la question. Je vous remercie pour vos réflexions, et je vous invite tous dans le chat. Salut Risen29, il me semble que c'est la première fois que tu te connectes sur le chat. Je vous invite toutes et tous à voilà, regarder un petit peu ce qu'on fait, et à aller jeter un œil à notre revue de presse hebdomadaire. J'espère que si vous vous abonnez, elle sera utile, et qu'elle permettra d'accéder à l'information de manière beaucoup plus sereine et efficace. Donc comme le titre de notre entretien le sous-entend de manière assez explicite, puisque le titre de cet entretien est déjà là, communisme déjà là et pouvoir populaire, on va discuter autour des concepts et des idées que tu développes, Bernard. Comme tu t'es déjà présenté brièvement en introduction, tu as expliqué un petit peu le travail de Réseau Salariat. Nombre de personnes connaissent à gauche Réseau Salariat et te connaissent également pour ta proposition phare du salaire à vie, que tu as appelé plus récemment le salaire à la qualification personnelle, ou encore pour tes développements sur les déjà là communistes, qui sont étroitement liés à ton travail, bien sûr, sur la sécurité sociale et sur le salariat, dont tu disais tout à l'heure, qu'ils sont centraux dans ton travail et dans ta réflexion politique. Est-ce que tu pourrais expliquer à nos auditeurs, dont certains t'écoutent peut-être pour la première fois, quelles sont ces deux idées majeures, à la fois cette idée de salaire à la qualification personnelle, mais aussi c'est déjà là communistes, qui sont étroitement liés et que tu mets à contribution dans le débat communiste. Le salaire à la qualification personnelle, c'est un déjà là communiste. Je précise d'ailleurs que les déjà là communistes, c'est des petits morceaux non articulés, et on ne peut pas parler d'un communisme déjà là. Hein. C'est certainement pas, il n'y a pas de communisme déjà là, mais il y a effectivement des prémices du communisme qu'il faut désigner comme tel. Hein. À ne pas désigner communiste le salaire à la qualification personnelle tel qu'il a été construit pour la fonction publique, mais pas que, je vais y venir, à ne pas désigner comme communiste la façon dont s'est construit dans les années 60 le système de sécurité sociale du soin. Pour prendre ces deux exemples-là, on se prive de tremplin pour aller plus loin. Hein, et on reste dans le rêve d'un communiste pour demain, un truc qui n'est pas du tout mobilisateur, sauf pour ceux qui croient au paradis. Mais moi, je ne crois pas au paradis, et je n'ai pas besoin qu'on me dise que demain, il fera beau, hein, et qu'on sera tous unis, tous frères. Ce qu'il faut, c'est au contraire montrer comment une classe révolutionnaire existe,
et qu'elle est en capacité, dans le communisme, dans le capitalisme même, pardon, de construire, d'imposer des conquis qui certes sont vulnérables, parce que la classe dirigeante va évidemment s'employer à les faire disparaître, mais des conquis qui sont alternatifs à la logique capitaliste et qui, si on les actualise et si on les généralise, c'est ça le si, qui n'est pas pour le moment véritablement réalisé. C'est ça qui, pour moi, explique nos échecs répétés quand même depuis 30 ou 40 ans sur un certain nombre de points centraux de la lutte de classe. Si on s'appuie au contraire sur ces déjà-là, si, encore une fois, on met le mot communisme sur des réalités dont nos compatriotes mesurent l'intérêt, hein, eh bien, on pourrait sortir de la défensive. Hein. On est sur la défensive depuis maintenant au moins 40 ans. On est dépend de l'agenda de l'adversaire. On est sur le terrain de l'adversaire. On n'est pas sur le nôtre. On n'est pas sur notre agenda. Or, si on s'appuyait sur, par exemple, le fait que le tiers des plus de 18 ans ont un salaire qui n'est pas lié à leur poste de travail ou à leur performance sur le marché des biens et services, mais un salaire qui est lié à leur personne, ce qui est quand même communiste, d'enrichir le statut de la personne de la qualification et donc du salaire, puisque le salaire est à la qualification, qui exprime sa capacité, sa responsabilité sur la production. Or, le communisme, c'est quand ce sont les intéressés eux-mêmes qui décident de ce qui est produit, pour prendre ce champ-là de la vie. Ce n'est pas le seul, mais c'est celui que je travaille moi. Donc, nous avons déjà des conquis considérables. Nous avons produit le 10% du PIB sur un mode communiste. La production de soins telle qu'elle s'opère dans les années 60 est sur un mode communiste. Hein. Nous avons, alors je reprends ces deux éléments-là, hein, le salaire à la qualification personnelle et la production de soins dans les années 60. Le salaire à la qualification personnelle, c'est ce qui fait que pendant le confinement, alors même qu'ils n'ont évidemment été dans la même situation que les autres travailleurs, c'est-à-dire certains ont plus travaillé, hein, les soignantes par exemple, d'autres beaucoup moins, les fonctionnaires ont conservé 100% de leur salaire, quoi qu'ils aient fait. Et dans une moindre mesure, les salariés du privé qui avaient un salaire à la qualification du poste, qui avaient un emploi, hein, avec un salaire respectant la convention collective et donc la qualification du poste, avec un CDI également, ils ont conservé, quoi qu'ils aient fait, y compris rien, 84% de leur salaire. Donc là, nous sommes dans des conquis tout à fait considérables qui dissocient le salaire de l'activité, alors que dans le capitalisme, comme nous ne décidons de rien au travail, hein, c'est pas nous qui décidons de l'investissement, c'est pas nous qui décidons du contenu des postes de travail, c'est pas nous qui décidons de leur titulaire, c'est pas nous qui décidons de ce qui va être produit. Pour que nous posions malgré tout des gestes de travail qui ne reçoivent pas notre consentement, ben, il faut que nous ne soyons payés qu'après avoir posé l'acte de subordination. Et à la mesure même de cet acte de subordination que nous avons posé. Et tout le travail des travailleurs organisés au XXe siècle, toute la lutte de classe, ça a été de dissocier le salaire de l'activité pour l'associer soit à la qualification du poste dans l'emploi, soit à la qualification de la personne dans la fonction publique. Alors, qualification, mettons-nous d'accord, hein, c'est pas du tout la certification, c'est pas le diplôme, hein, c'est on peut être sur un poste très qualifié sans diplôme, bien sûr. Hein. Et on peut avoir un diplôme, mais tant qu'on n'est pas sur un poste qualifié, ce diplôme ne nous sert à rien. La qualification du poste, c'est le grand conquis du secteur privé à partir des conventions collectives entre 1919 et le milieu des années 70, en gros. Qui fait que, alors que dans le capitalisme, on est payé pour la tâche que l'on fait, jugée productive, parce que mettant en valeur du capital,
Si bien que s'il n'y a pas de tâche, ben on est à poil, hein. Pendant le confinement, pour reprendre le confinement, les travailleurs indépendants, ceux qui avaient des CDD de mission, les intérimaires, tout ce monde-là qui ne relevait pas du salaire de la convention collective, ben, ils ont été à poil, hein. Le grand conquis de la convention collective, c'est qu'on est payé pour la qualification du poste. Ça, c'est la conquête de l'emploi. Mais la CGT n'en est pas restée là parce que l'emploi, encore une fois, ce n'est pas nous qui en décidons. Et donc, toute son obsession, c'était de faire passer le salaire, enfin, la qualification du poste à la personne. Et c'est dans la fonction publique, à travers le grade, c'est la personne des fonctionnaires qui est payée. Dans le privé, c'est jamais la personne qui est payée, c'est son poste. Dans la fonction publique, un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Il est payé en fonction de sa qualification personnelle. Et cette situation qui concerne 6,5 millions de fonctionnaires a été transposée en 1946 par les communistes chez les énergéticiens, enfin chez les électriciens et gaziers, à la RATP, c'était le cas aussi de la SNCF. Bref, les salariés à statut, comme on dit, ont un salaire qui n'est pas lié à la tâche qu'ils sont en train d'effectuer, mais à une qualification personnelle. Et dans le régime général de sécurité sociale, Croizat, autre ministre communiste, a transposé pour la retraite la situation des fonctionnaires. Les fonctionnaires, eux, leur retraite, c'est la poursuite de leur dernier salaire, puisqu'ils sont titulaires d'un grade qui décide de leur salaire, et ce grade ne s'éteint pas avec la fin de leur service. On est, je sais pas quoi, on est professeur agrégé, certifié, ou professeur des écoles, ou ouvrier d'État, ou etc., infirmier de tel grade, eh bien, on le reste jusqu'à sa mort. Et donc, on est payé jusqu'à sa mort. Le fonctionnaire, il est payé jusqu'à sa mort. La pension, c'est la poursuite de son meilleur traitement. Et c'est sur ce modèle-là que le Croizat a construit la pension dans le régime général. Donc, aujourd'hui, quand on fait le compte, sur les 50 millions depuis le 18 ans que nous sommes, ben, il y en a 17, le tiers, qui ont un salaire lié à leur personne. Et la proposition communiste, c'est évidemment que de 18 ans à notre mort, nous ayons un salaire lié à notre personne. Comment voulez-vous faire la rupture écologique? Comment voulez-vous faire la décision sur la production par les travailleurs eux-mêmes si les droits dépendent du contrat qu'on passe avec une entreprise? Dans ce cas-là, on va fermer sa gueule, c'est évident. Donc, la condition nécessaire, pas suffisante, mais nécessaire pour qu'il y ait rupture écologique et pour qu'il y ait souveraineté citoyenne sur la production, ce qui est vraiment absolument fondamental aujourd'hui, c'est que nous soyons, en tant que citoyens, de 18 ans à notre mort, titulaires d'une qualification. Alors, pas que de la qualification, titulaire d'un droit de propriété d'usage sur les outils qu'on utilisera, titulaire d'un droit de codécision sur la création monétaire, sur la décision d'investissement par des procédures démocratiques à inventer. Enfin, voilà, il y a un projet communiste là qui s'appuie sur déjà là. Hein, c'est le fait de ne pas faire des grands rêves sur la Lune, mais de lire ce qu'il y a déjà de communiste dans ce que nous avons construit pour le généraliser. Et j'avais annoncé un deuxième point sur la retraite, sur l'assurance maladie, mais c'est peut-être un peu long, donc je vais te laisser continuer à... Bon, on pourra peut-être y revenir ensuite, mais j'ai déjà énormément de questions sur la base de ce que tu as dit. Déjà, je tiens à dire que, je rejoins le message de Zino Area dans le chat qui dit « Bonsoir, Tantante Bernard, réellement notre pensée ». Déjà, avant tout, je pense que c'est important quand même de noter l'importance que ça a dans le débat communiste, en tout cas ce travail que tu fais, et bien sûr pas que toi, autour de toi, le réseau Salariat et plein d'autres camarades qui travaillent sur cette question, parce que qu'on soit d'accord ou pas, de toute manière, ça ouvre un débat, et ça ouvre un débat qui est profond sur
la perspective communiste, et non pas seulement comme horizon lointain, mais comme mouvement là déjà qui se passe sous nos yeux et sur lequel on peut agir concrètement. Donc vraiment déjà je tenais à te remercier pour ce travail-là. Et moi vraiment la première réflexion que ça m'avait... parce que il y avait beaucoup de débats quand j'étais engagée aux jeunes communistes et aux étudiants communistes, il y avait toujours cet éternel débat de oui mais non mais le travail en gros c'est quand t'es salarié et si t'es pas salarié... Enfin, c'est vraiment très caricatural, hein, mais en gros, si t'es pas salarié, s'il n'y a pas un contrat de travail, c'est pas vraiment du travail, c'est du bénévolat, c'est une activité ménagère, etc., etc. Et je trouve que déjà la première chose que je voulais soulever et la remarque que je voulais te faire, c'est que ce débat-là, il a le mérite de soulever que, en fait, ça remet en question le fait que ce soit les patrons qui définissent ce qui est du travail, ce qui n'en est pas et ce qui a de la valeur, ce qui n'en a pas, etc. etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi, du débat que ça soulève sur qui définit le travail? La question centrale, c'est évidemment qui définit le travail. Ça, c'est la question centrale. Hein. Et au cœur de la lutte de classe, c'est qui définit le travail. Et encore une fois, il n'y a pas de possibilité que ce soit nous qui définissons le travail si nos droits dépendent de notre contrat de travail. Hein. Je pense qu'il faut faire très attention à ne pas confondre deux choses qui sont également nécessaires. Le contrat de travail, d'une part, et la qualification personnelle, d'autre part. Si nous voulons décider, il faut absolument que nos droits ne dépendent pas de l'entreprise dans laquelle nous travaillons. Sinon, cette entreprise va faire pression sur nous, c'est évident. Et donc, nous ne pourrons pas vraiment décider. Il y aura toujours un chef, un N+1, ou des menaces de licenciement, etc., etc. Dès lors que nos droits dépendent de notre contrat de travail, la souveraineté des travailleurs sur le travail est impossible. Alors, je ne dis pas que le fait que nous ayons des droits économiques et un salaire lié à notre personne est une condition suffisante. Non, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi une longue formation, une longue socialisation à la co-responsabilité économique, des choses que l'école ne nous apprend pas du tout. Elle nous apprend à être en compétition sur le marché du travail, mais certainement pas à être en co-responsabilité dans la décision d'investissement, dans les modalités du travail, dans la réflexion sur les effets écologiques de ce qu'on produit, enfin, etc., etc. Donc ça, c'est tout à fait clair pour moi que le conquis communiste du salaire à la qualification personnelle qui concerne aujourd'hui le tiers des plus de 18 ans doit conserver 100% des plus de 18 ans. Alors ça ne rend pas, cela dit, complètement inutile, loin de là, la réflexion sur le contrat de travail et comment est-ce un service public de la qualification, pas de l'emploi, hein, un service public, l'emploi disparaît puisque ce n'est plus le poste de travail qui devient le support des droits. Hein. Il y a emploi quand c'est le poste de travail qui est le support des droits. Et il y a au-delà de l'emploi lorsque c'est la personne qui est le support des droits. Et il y a infra-emploi, c'est toute l'insertion des jeunes, l'auto-entrepreneuriat, le travail indépendant, les CDD de mission, tout ce qui est imposé aux jeunes en général, hein, et dans lequel il n'y a pas salaire à la qualification, il n'y a pas respect de la convention collective, on est en deçà de l'emploi. Alors, que par ailleurs, il y ait des contrats de travail et que ces contrats de travail ne décident pas du tout du salaire, hein, ne décident pas du tout de la qualification. Ça, c'est un attribut de la personne. Mais que ces contrats de travail protègent le travailleur contre des directions abusives, que le contrat de travail définisse les tâches que va faire le travailleur, que le contrat de travail définisse les réunions de décision auxquelles il devra participer, que le contrat de travail définisse les horaires, enfin tout cela, bien sûr. Et puis que chacun d'entre nous soyons aidés d'un service public de la qualification pour trouver un contrat de travail quand on en cherche un, pour monter une entreprise si on veut monter sa boîte, tout ça est absolument nécessaire. Hein. Donc,
tout ce qui relève d'un service public de la qualification et qui accompagne les personnes dans l'exercice réel de leur qualification, soit à travers un contrat de travail, soit à travers, avec une entreprise, soit à travers une entreprise qu'ils créent eux-mêmes, ça me paraît nécessaire. Mais que ce soit le contrat de travail qui soit le support des droits, non, sûrement pas. Et en ce sens, je me sépare complètement, effectivement, aussi bien de la proposition de LFI de l'État employeur en dernier ressort que de la proposition du Parti communiste de sécurité emploi-formation. Puisque dans ces deux projets, il s'agit que la continuité du salaire soit fondée sur la continuité des contrats. Eh bien non, non, on ne peut plus lier les droits au contrat de travail. Les droits doivent être liés à la personne. Le contrat de travail est nécessaire, mais pour définir les conditions concrètes de la présence de la personne dans l'entreprise. Et du coup, qu'est-ce que tu répondrais? Bon, c'est toujours une question qui revient nécessairement quand on parle, d'autant plus quand on parlait du salaire à vie, mais bon, plus généralement dans ces débats-là, la première question qui vient à la tête de tout le monde, c'est « Ah, mais d'accord, mais si un salaire est garanti tout au long de la vie, en fonction de la personne et non pas de l'emploi, mais qu'est-ce qui ferait que les gens continueraient de travailler, etc. » Qu'est-ce que tu réponds à cette question? Je pense que tu y as déjà répondu un certain nombre de fois, mais pour les personnes qui écoutent pour la première fois. Enfin, merci je suppose que c'est pas toi qui la poses, mais que tu te fais l'avocat du diable. Merci de poser cette question stupide qui renvoie à une vision extrêmement naturalisée des rapports sociaux-capitalistes, hein, comme si c'était dans la nature que le travail soit subordonné et donc que ce travail nous fasse suer et donc que si on a un salaire qui nous dispense de le faire, ben évidemment on va pas le faire. C'est avoir du travail, une vision bien capitaliste que de penser que par nature le travail c'est quelque chose qui nous coûte, qui nous déplaît, la désutilité comme disent les économistes néoclassiques qui définissent le travail comme une désutilité. C'est pas à nous quand même d'être porteurs de telles sottises. Le travail, alors pas le travail en soi, sinon vive l'esclavage, mais le travail souverain, mais il a une valeur anthropologique absolument fondamentale. Nous aspirons tous à contribuer au bien commun. Et évidemment que si les deux conditions que j'ai dites sont réunies, c'est-à-dire un salaire à la qualification personnelle, le droit de propriété d'usage de l'outil, la participation à la création monétaire, etc., d'une part, et d'autre part, une éducation qui a formé les personnes devenues majeures à leur responsabilité dans la décision économique. Bon, bah, écoutez, nous allons péter des flammes, c'est évident. Enfin, nous souffrons tellement de ne pas pouvoir travailler selon notre déontologie, comme nous souhaiterions le faire. Mais dès lors que nous allons pouvoir le faire, mais nous allons péter des flammes. Il faut arrêter cette sottise. Oh, ben si j'ai un salaire, je ne foutrais rien. Mais c'est pas vrai. D'ailleurs, je ne fais jamais ça. Hein. Dans les sondages, c'est la sondage. Alors, si vous avez un salaire, est-ce que vous travaillez? Ben, bien sûr. Et votre voisin? Ah non, lui, il arrête. Ça, c'est toujours la même sottise. Ça me fait penser dans le combat des sudistes et des nordistes aux USA. Les sudistes disaient à leurs adversaires, mais si nous n'avons plus le fouet de l'esclavage pour faire travailler les gens, ils ne foutront rien. Bon, bah, Oui, ça me fait penser d'ailleurs que ma maman qui est à la retraite dans 5 ans réfléchit déjà à ce qu'elle fera comme bénévole pour prêter main forte dans les hôpitaux, etc. Donc oui, c'est quand on ne travaille pas, on travaille quand même. Enfin, on travaille tout le long de notre vie, même si il ne s'agit pas d'un travail qui est régi sous le sceau du contrat de travail. Oui, mais le seul problème, c'est d'attendre la retraite pour devenir enfin libre. C'est ça. C'est ça la question, c'est que et c'est là qu'il faut interroger aussi bien nos partis de la gauche de gauche que nos syndicats de classe. En quoi nous organisons-nous? Je ne parle pas du tout d'aller
dans des aventures individuelles où on va se casser la gueule, mais en quoi nous organisons-nous collectivement pour devenir souverains sur le travail et pas attendre la retraite pour faire enfin ce qu'on a envie de faire. Mais du coup, peut-être une question un peu moins stupide que celle que j'ai posée précédemment, qui concerne plus la division du travail. Je sais que c'est une question à laquelle tu as été confronté de nombreuses fois ces dernières années, puisque c'est un débat qui est assez vif. Il y a évidemment des tâches qui sont plus pénibles que d'autres et qui, dans le cadre de la division capitaliste du travail, mais aussi... mince, Nina nous a quittés, je vais la refaire venir sur le... Non, je suis toujours là, j'ai juste un petit problème de connexion. Ah d'accord, ok. Parce que ça arrive très souvent que l'écran parte et se revienne, mais ok. Donc je disais, dans le cadre de la division capitaliste du travail, mais aussi dans le cadre de la division du travail entre les femmes et les hommes, les tâches pénibles, et aussi dans le cadre de l'impérialisme, du capitalisme impérialiste et de la division du travail qui s'ensuit, on attribue à des populations dominées par les classes dominantes les tâches qu'on n'a pas envie de faire. Et quand je dis on, c'est les capitalistes, c'est les plus riches, c'est les classes dominantes. C'est les femmes qui sont dans les métiers du care, c'est les personnes migrantes qui vont nettoyer les rues qu'on n'a pas envie de nettoyer. Et donc, évidemment, c'est des tâches qui seront toujours nécessaires. Mais est-ce que, dans ta réflexion, cette réflexion sur le salaire à la qui repose sur la personne, elle comprend aussi une réflexion sur comment on se réattribue collectivement des tâches qui aujourd'hui sont assignées à des personnes dominées, pour que le jour où on a une organisation communiste de la société, en fait, c'est des tâches qui sont réparties collectivement et qui ne sont plus reléguées à des personnes qui n'ont pas le choix et qui sont contraintes de le faire, pour que, malgré le fait qu'on a un salaire qui est garanti toute la vie, ces tâches sont quand même faites et qu'elles soient assurées collectivement. Est-ce que ça fait partie de tes réflexions ou pas ? Ah oui, bien sûr, hein, d'autant qu'il y a un réseau salariat, un groupe femmes qui réfléchit aux incidences du salaire à la qualification personnelle sur le machisme, sur la domination masculine, sur la possibilité pour les femmes d'échapper au travail gratuit auquel elles sont en général assujetties, ou aux tâches les plus rebutantes, surtout si elles sont femmes racisées par ailleurs. Donc, dans ce collectif, la réflexion est que tant qu'il y aura une hiérarchie des salaires, il y aura discrimination. Alors, discrimination dans le salaire. Toi, tu parles surtout de la discrimination dans le contenu même du travail, hein, mais la discrimination dans le salaire, c'est quand même très important aussi. Je pense que c'est vrai. Hein, le problème, c'est pour ça qu'il y en a un débat interne à Réseau Salariat, c'est que je ne pense pas que nous soyons mûrs pour le moment pour un salaire unique. Ce qu'on peut comprendre théoriquement, hein, moi je suis tout à fait pour le salaire unique, dès lors que c'est un droit politique, que le salaire devient un droit de citoyenneté, il n'y a aucune raison que les citoyens aient un droit de citoyenneté supérieur à d'autres. Sauf que je ne pense pas que notre niveau de conscience collective, tu faisais référence à des métiers, par exemple, peu choisis spontanément, le niveau de conscience collective actuel ne me... Ah, mince. Bernard, tu n'as peut-être pas conscience que c'est le cas, mais parce que lui, il se voit toujours... Ah, si, c'est bon. Il est de retour, je le remets. Voilà. Ça arrive de temps en temps, désolé Bernard, t'as été coupé. Mais tout va bien, tu peux poursuivre. Désolé. Et si le salaire, disons dans un rapport de 1 à 3, hein, réseau salariat, on propose un salaire minimum que tout le monde a automatiquement à 18 ans, de 1800 € net, c'est-à-dire les 1300 € actuels plus les 500 € revendiqués. Hein, le SMIC d'augmenter de 500 € net, c'est évident.
et un maximum de 5 000 euros, donc un rapport de 1 à 3. Mais dans cette hiérarchie des salaires, ce sera un outil pour que des métiers peu choisis spontanément le soient de fait, parce que si on les choisit, on montera plus vite en qualification. C'est donc une inversion de la hiérarchie des salaires actuels, hein, où les personnes qui choisiraient les métiers les moins demandés monteront en qualification plus vite que les autres. Est-ce que ça supprimera les discriminations de genre et les discriminations de racisation? Non, non, non. Ça va les atténuer, hein, le fait que aujourd'hui, euh, le fait que le salaire euh, soit le résultat d'une activité validée comme productive fait que la domination masculine dans l'espace privé étant ce qu'elle est, les femmes ont des activités validées comme productives beaucoup moins que les hommes, et donc ont une carrière beaucoup plus médiocre. Ça va disparaître. Mais que la discrimination de genre ou la discrimination par racisation disparaisse par enchantement, non. Hein, ce sont des terrains spécifiques qui exigent d'engager des procédures spécifiques. Euh, alors, en termes de quotas, en termes de là, il y a une série de choses auxquelles personnellement je n'ai pas réfléchi, mais auxquelles le groupe femmes de Réseau Salariat réfléchit. Vous pouvez aller voir sur le site de Réseau Salariat, réseausalariat.info, les documents produits par ce groupe et par d'autres groupes, les groupes de sécurité sociale, de l'alimentation, du logement, etc., de la culture. Moi, j'ai une question pour toi, je me permets. Pourquoi il commencerait spécifiquement à 18 ans? Est-ce que c'est arbitraire en raison de la majorité ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Non, non, c'est une raison de la majorité. Si la majorité est à 16 ans, ce sera 16 ans. C'est parce que, encore une fois, le salaire, c'est pas un revenu qui exprime des besoins de pouvoir d'achat. Ça, c'est le capitalisme. Non, le salaire, c'est la reconnaissance que nous sommes en responsabilité de la vie sociale et que dans la vie sociale, le travail, la production est au cœur. Et donc, on place au cœur de la politique la production, le travail. Et donc, c'est au moment de la majorité qu'on acquiert ses droits. Si la majorité est à 16 ans, ce sera à 16 ans. C'est en lien aussi avec des propositions d'écoles uniques, hein, d'écoles uniques, sans filière jusqu'à 18 ans, tels que des, des collègues comme ceux du groupement de recherche sur la démocratie scolaire, le GRDS, le font. Nous avons une question dans le chat de Dino Aera qui dit quelles sont les pistes les plus prometteuses à court terme pour commencer à gagner à nouveau des espaces de socialisation? On parle souvent de la sécurité sociale alimentaire, aussi du spectacle vivant. À quels autres espaces pourrait-on étendre ces expérimentations? Je pense que c'est une question pour toi, Bernard. Oui, bah, ça me permet, merci, ça me permet d'exposer un tout petit peu ce que j'avais annoncé et que je n'ai pas traité parce que mon topo devenait un petit peu longuet. C'est comment nous avons su collectivement créer 10% du PIB. La production de santé, c'est la production de soins, je veux dire, on ne produit pas la santé, évidemment, on produit des soins. La production de soins, c'est 250 milliards, hein, donc on est à 10% du PIB. Comment nous avons su produire? Alors, il faut en parler partiellement au passé parce que la classe dirigeante s'est absolument acharnée contre déjà là communistes de cette production. Comment nous avons su créer en matière de production de soins déjà là communiste à travers la sécurité sociale du soin? J'en parle parce que c'est sur ce modèle-là qu'effectivement, à Réseau Salariat, et pas qu'à Réseau Salariat, hein,
il y a maintenant une effervescence communiste dans ce pays qui est absolument formidable. Hein. C'est pour ça que vous avez une telle détermination de la classe dirigeante à multiplier un État autoritaire, à favoriser l'extrême droite, etc., etc. Évidemment, c'est parce qu'elle sait qu'elle n'emporte plus notre adhésion et qu'il y a, face au travail tel que le capitalisme l'organise, toute une détermination dans la jeunesse et ailleurs à travailler autrement. Dans les années 60, nous avons su passer en matière de production de soins du zéro à l'infini, en gros. Enfin, années 50, c'était rien. En soins ambulatoires, ils n'étaient pas remboursés, donc du coup, ils n'avaient pas des masques. Et puis en soins hospitaliers, juste dans les années 40, pour aller à l'hôpital public, il faut être insolvable. Dès lors qu'on est solvable, on n'a pas le droit d'y aller. Alors, dans les années 50, on n'était pas très loin de cette condition qui a été levée en 41, mais ça veut dire que l'hôpital public était dans un état de déshérence à peu près absolu. Or, au début des années 80 et pendant plusieurs dizaines d'années, on va être au premier rang mondial dans les comparaisons de systèmes de production de soins. Alors, ces comparaisons mondiales valent ce qu'elles valent, mais c'est quand même tout à fait significatif d'une mutation énorme. Et cette mutation s'est faite par une hausse du taux de cotisation. Le taux de cotisation dans les années 50, c'est 33% du salaire brut. Alors, cotisation, alors l'ensemble, c'est social, hein, allocation familiale, famille et santé. Et puis en additionnant cotisation salariée et cotisation employeur, hein, c'est 33% du brut. Le brut, c'est le salaire direct du salarié plus les cotisations salariées. Et le salaire super brut, c'est quand il y a aussi les cotisations employeurs. C'était 33%, et au début des années 80, c'est 55%. Donc vous avez une hausse considérable du taux de cotisation, entre autres à l'assurance maladie. Alors moyennant des bagarres énormes, hein, cette hausse du taux, c'est pas faite comme ça par un opérateur du Saint-Esprit, hein, c'est parce que la hausse du taux de cotisation est au cœur des propositions aussi bien syndicales que politiques de classe. Et ce financement très important de l'assurance maladie va permettre aux gestionnaires du régime général, qui sont encore les travailleurs, puisque la gestion du régime général de sécurité sociale par les travailleurs, c'est jusqu'en 67, hein, quand De Gaulle élimine les travailleurs de la gestion pour faire une gestion paritaire avec encore des syndicats présents, mais qui sont là sans véritable pouvoir et sans représentativité surtout. Au moment où les travailleurs donc, sont encore en train de gérer le régime général, vous allez avoir une mutation énorme qui s'appuie sur ce financement abondant du salaire socialisé pour subventionner l'investissement hospitalier qui est absolument énorme. Dans les années 50, on est encore avec un hôpital de très très faible qualité. Et dans les années 60-70, se construisent les CHU, tous les hospices sont transformés en hôpitaux locaux, les maternités sont créées, les hôpitaux psychiatriques passent de l'aide sociale à la sécurité sociale, etc. C'est une mutation absolument considérable qui suppose un investissement énorme. Cet investissement, il n'y a pas d'appel au marché des capitaux, il n'y a pas de partenariat public-privé, il y a un appel minoritaire au crédit public, il y a une avance en salaire, c'est l'avance en salaire qui se substitue à l'avance en capital pour financer l'investissement. L'assurance maladie subventionne les hôpitaux qui, du coup, ne sont pas endettés puisqu'ils sont subventionnés. Les soignants travaillent pour soigner, non pas pour rembourser la dette de l'hôpital, donc ils ont du pouvoir à l'hôpital, alors qu'aujourd'hui, ils l'ont perdu puisque les gestionnaires leur ont piqué le pouvoir au nom de la lutte contre le déficit et imposent des protocoles à la place de la clinique, enfin, etc. Ces soignants eux-mêmes sont libérés du marché du travail puisqu'ils sont au-delà de l'emploi, ils sont fonctionnaires, c'est la fonction publique hospitalière, et ceux qui sont libéraux, eux, sont libérés du marché capitaliste puisque le conventionnement qui s'impose à partir de 61 fait que leurs organisations professionnelles négocient avec l'assurance maladie une nomenclature d'actes, un prix des actes, et donc ils sont libérés de la concurrence que connaissent tous les libéraux sur le marché capitaliste, tous les indépendants.
Donc, on a su inventer un mode, disons, de prémisse communiste de production de 10% du PIB. Et c'est pour ça qu'il y a eu un tel acharnement pour geler la cotisation, ne pas recruter de fonctionnaires, multiplier les contractuels, faire la convention de secteur 2 en matière de médecine ambulatoire, qui est tout sauf une convention, précisément. Enfin, mais moi, ce qui m'interroge, encore une fois, c'est notre faiblesse dans la promotion de cette sécurité sociale du soin, qui, si elle n'est pas généralisée à toute la production, va disparaître. Encore une fois, il faut faire une sécurité sociale du logement, une sécurité sociale de l'alimentation, une sécurité sociale de la culture, une sécurité sociale de la production d'énergie, enfin toutes choses dont vous avez toute une série de réflexions sur le site de Réseau Salariat. Tu parles de développer la sécurité sociale du coup dans tout un tas de pans de l'économie et plus largement de la vie. Et tu parlais aussi tout à l'heure de, voilà, face à la crise écologique, on ne sera pas en capacité de répondre si on n'a pas une sécurité sociale élargie, voilà, qui réponde à toutes les problématiques auxquelles on est confronté. Est-ce que tu penses qu'il est possible de garantir un salaire toute la vie dans un monde où la croissance est devenue insoutenable et où il va s'agir de décroître un certain nombre de pans de l'économie qui sont nuisibles au développement humain et voilà, où du coup la disponibilité de richesses économiques et non pas seulement de richesses communes sera restreinte. Quel est où t'en es dans ton travail en tout cas par rapport à cette question-là? Ah bien, nous réfléchissons Réseau Salariat à une sécurité sociale de la bifurcation écologique, pas de la transition écologique, ça c'est un terme capitaliste, il faut une rupture, il n'y aura pas de transition évidemment, il n'y aura pas de capitaliste vert, etc. La rupture écologique suppose effectivement qu'il y ait une mise en sécurité sociale pour accompagner ces personnes qui devront changer d'activité parce que leur activité est absolument nocive quant à notre survie sur la planète. Pas à l'avenir de la planète, il s'en fout, mais nous, sur la planète, oui. Et d'ailleurs, je débat ce jeudi avec Jean Covici à Aix, à l'initiative des camarades de Réseau Salariat de Marseille, qui promeuvent une sécurité sociale de la bifurcation écologique. Donc évidemment que nous réfléchissons beaucoup à ça à Réseau Salariat. Par exemple, nous produisons, nous produisons beaucoup trop de biens alimentaires et de biens alimentaires de qualité nutritive quasi nulle. Donc, là, il faut sortir la production d'alimentation de sa logique industrielle qui est catastrophique à tout point de vue. Mais alors, il y a des tas d'alternatifs qui existent déjà. Il faut les sortir de la marge. Ça se traduira évidemment par une moindre production, bien sûr. Ça se traduira par une moindre production parce qu'il n'y a pas besoin de produire des quantités de pommes qui ne valent rien sur le plan nutritif. On en produira beaucoup moins. La pression sur la nature sera beaucoup plus faible. Et il y en aura la même qualité nutritive parce que ce sont des produits réellement nutritifs. Je prends l'exemple des pommes, mais on peut prendre l'exemple d'absolument tous les produits alimentaires. On peut produire beaucoup moins en conservant les mêmes qualités, enfin en ayant plus de qualité nutritive, et on produira plus de valeur. On produira moins de richesse. Nous distinguons bien richesse et valeur. La richesse, c'est les biens concrets que nous produisons. Bon, alors les tonnes de patates. Bon. La valeur, c'est la valeur économique. La valeur économique, elle dépend du travail vivant. Bon.
nous allons augmenter le travail vivant. Le capitalisme, c'est la victoire, comme le dit Marx, du mort sur le vif, c'est-à-dire qu'on remplace les travailleurs par des machines. Alors il faut le faire pour un certain nombre de tâches pénibles, etc., bien sûr, mais et là il y a une responsabilité des scientifiques, aussi bien des scientifiques que la FNSEA et que le ministère de l'Agriculture, et puis évidemment les groupes capitalistes, la grande distribution, etc., Monsanto, enfin, Bayer, la BASF, sont en train de nous préparer une agriculture sans paysans. Sans paysans, d'accord. Des agricultures intelligentes. Dès qu'on dit intelligent, méfiez-vous. On est en train de supprimer le travail vivant pour le remplacer par du travail mort, par l'IA. Ça va nous donner des monstres, cela. Évidemment que nous allons combattre cette dérive inouïe du capitalisme, mais nous ne pouvons le faire que par des institutions macro-sociales, pas simplement par de la dissidence à la marge. Il faut évidemment des institutions macro-sociales. Nous avons su faire une institution macro-sociale de production de soins. Nous saurons faire une institution macro-sociale de production d'alimentation, etc. Et encore une fois, il y aura bien décroissance de la richesse, mais pas forcément de la valeur. Au contraire, il y aura croissance de la valeur parce qu'il y aura plus de travail vivant. Tu parlais de l'alimentation comme secteur économique à réorganiser en tout cas. Je ne sais pas si tu as vu aujourd'hui, il y a plusieurs articles qui sont sortis sur l'industrie du textile et sur la grève des travailleuses au Bangladesh. Il y a depuis presque un mois les ouvrières de la confection qui sont en grève. Je suis en train de lire l'article qui a été publié sur nos révolutions sur ce sujet. N'hésitez pas à aller jeter un œil. Donc les ouvrières de la confection sont en grève pour le triplement du salaire minimum afin que celui-ci atteigne 230 $ par mois. Elles ont refusé d'ailleurs une hausse de salaire de 56%, considérant que celle-ci n'était pas suffisante. Et voilà, là, il y a de plus en plus d'articles du patronat d'industrie textile qui sont en totale épouvante, parce que c'est des millions et des millions de travailleuses, notamment du textile, qui sont en grève. Et bien sûr, dans l'industrie mondialisée, avec la division du travail international qu'on connaît, ces grèves qui ont lieu dans le sous-continent indien, et ils ont évidemment un impact, des conséquences énormes sur l'économie européenne. On pense notamment aux marques comme H&M, Zara, etc. Est-ce que tu as suivi cette mobilisation? Et sinon, en tout cas, avec les quelques éléments que j'ai donnés, qu'est-ce que ça t'inspire, cette mobilisation des ouvrières du textile? Énormément de joie, ça c'est clair, et que H&M crève, mais mon Dieu, ce sera vraiment pas, ce sera excellent. Alors, la question à se poser, c'est comment finir avec une division internationale du travail absurde, qui repose sur un coût des transports beaucoup trop faible parce que lié à des méthodes absolument esclavagistes de traitement des travailleurs du transport international dans les bateaux, etc. Ça suppose encore une fois, moi je n'ai pas de compétences particulières, donc je ne vais pas avoir l'air de dire des choses que je ne connais pas. Ça suppose encore une fois que dans le temps de travail, nous consacrions moins de temps de travail à la production immédiate, mais beaucoup plus de temps de travail à la délibération sur ce qu'il est légitime de produire, sur ce que devient l'outil que nous lègue le capitalisme, parce qu'il nous lègue énormément d'outils. Qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on les restructure pour d'autres finalités? Tout ça doit venir évidemment du temps de travail, comment on se forme aussi, comment on se forme à produire du textile, alors par un certain nombre d'accords internationaux. C'est pas du tout de faire du protectionnisme qui supprime la division
travail à l'échelle mondiale. Mais le coton, c'est pas forcément en France qu'on peut le produire, enfin, etc. Mais que enfin, enfin, mais là, vous voyez, tu me mets sur un domaine qui n'est pas le mien, donc je ne vais pas pouvoir Non, mais t'inquiète pas. autre chose que des balbutiements. Et là, encore une fois, bienvenue au club. Hein. Il faut absolument que toutes ces réflexions-là soient menées collectivement. Moi, sur le salaire et la sécu, j'ai des choses à dire, mais sur la division internationale du travail, c'est moins, pour moi, c'est pas mes domaines de compétences. Mais il est clair que dans la souveraineté sur le travail que nous avons à mettre en place, la question des accords internationaux, hein, encore une fois, moi je ne suis pas du tout pour un repli national en tout domaine et en tout. Les accords internationaux peuvent avoir du sens, mais encore faut-il que nous participions à la décision. Hein. Tout le problème dans le capitalisme, c'est que nous consommons des objets dont nous ne savons pas comment ils sont produits. Hein. Et du coup, on ne sait pas, ou on découvre de temps en temps qu'au Bangladesh, etc., il y a un immeuble qui vient de s'effondrer tellement les patrons se foutent complètement, tellement H&M se fout complètement de ce qui se passe dans les lieux où ils achètent leurs textiles. Il y a toute une série de compétences qui doivent devenir les nôtres, alors que pour le moment, nous acceptons de consommer des biens, nous ne savons pas comment ils sont produits. Ça, il faut absolument refuser. Nous ne pouvons plus consommer des biens, nous ne savons pas comment ils sont produits. Oui, c'était pas forcément un sujet, enfin je savais pas trop si tu aurais des billes pour répondre, j'ai trouvé ta réponse passionnante, mais voilà, je trouvais la question, enfin le sujet intéressant et je voulais savoir si Mais bien sûr, mais le sujet est central. Oui. Il est clair que le pillage des nations dominées est au cœur de nos pratiques. Alors, bien sûr. Hein. Et puis même au point de vue d'émancipation individuelle, le fait, c'est une aliénation totale que de ne même pas avoir conscience des tenants et des aboutissants de ce qu'on consomme, quoi. Ah oui, ça, il faut vraiment que l'on sorte de cette ignorance très dommageable. J'ai deux questions encore à te poser qui concernent davantage les déjà là communistes. C'est des questions vraiment que je me pose depuis longtemps et je suis très contente de pouvoir en discuter avec toi. L'année 2023, elle a été une année où le gouvernement s'est montré particulièrement offensif et particulièrement agressif contre les déjà là communistes, dont on parle depuis tout à l'heure. Pour citer quelques réformes et quelques offensives, il y a eu la réforme des retraites cette année qui a été imposée malgré la majorité populaire qui était massive. Plus récemment, la réforme de l'assurance chômage qui remet en question le principe même de sécurité sociale. Comment faire face à ces offensives qui menacent mortellement ces déjà là communistes et qui du coup menacent que ce soit des déjà plus là, malheureusement, communistes sous un futur assez proche si le gouvernement continue ses offensives et réussit à éclater ses conquis sociaux? Pour moi, encore une fois, une partie de nos défaites vient de ce que nous sommes toujours sur le terrain de l'adversaire et nous dépendons de son agenda. Là, effectivement, tu viens de faire allusion à la scandaleuse réforme du chômage. Il va y avoir une scandaleuse réforme de l'assurance, de l'AME, dans la loi immigration, etc. Et c'est nos adversaires qui fixent l'agenda. C'est nos adversaires qui fixent l'agenda parce que nous ne nous mobilisons pas pour généraliser les déjà là communistes. Bon, nous avons su produire 10% du PIB sans faire appel au marché des capitaux, en remplaçant l'avance en capital, je vais y arriver, par l'avance en salaire,
en, en libérant les professionnels indépendants de la logique du marché capitaliste du soin, en libérant les soignants du marché du travail par la fonction publique. On a su faire tout ça. Si nous ne le généralisons pas à toutes les productions, bah, évidemment que nous allons être sur la défensive. Bon, nous avons su attribuer le salaire à la personne et non pas au poste ou à l'activité pour le tiers des plus de 18 ans. Mais si nous ne nous battons pas pour qu'à 18 ans, chacun devienne titulaire d'une qualification, si nous nous battons, je ne sais pas quoi, pour un revenu d'autonomie, une allocation d'autonomie, les 1100 balles du programme, des programmes, disons, actuels de la gauche de gauche pour les étudiants. Bon, tout ça sont des batailles en recul qui nous empêchent d'être à l'offensive. Il faut reprendre l'offensive, et pour reprendre l'offensive, il faut travailler à la généralisation de ce qui est déjà là d'émancipateur. Et j'avais encore une autre question à propos de ces déjà-là. S'il y a un développement révolutionnaire essentiel qui n'est pas déjà là, c'est les assemblées populaires qui sont nécessaires à toute prise de pouvoir. Pour l'histoire, elle nous a donné quelques enseignements à ce niveau-là. Que ce soit les gilets jaunes ou pendant la réforme des retraites, l'absence d'espace d'auto-organisation de la vie sociale s'est cruellement fait sentir. Et puis voilà, en fait, plus généralement avec la pandémie de 2020, il y a eu un net recul des réunions en présentiel, que ce soit dans les universités, dans les entreprises, ou même plus généralement voilà, dans les quartiers, etc. etc. Et donc cette absence, elle est assez critique, en tout cas, surtout dans la lutte pour généraliser et prendre le pouvoir sur notre travail, sur notre vie, etc. Comment tu abordes ce problème majeur pour généraliser les déjà là communistes que tu pointes? Ah, bah, je suis plus optimiste que toi. Je pense qu'au contraire, il n'y a jamais eu autant, quand je parlais d'effervescence communiste, autant de lieux où on expérimente des modes de décision démocratiques. Ne serait-ce que Réseau Salariat, c'est un réseau, on n'est pas nombreux, on est 450 sur la France, mais rejoignez-nous. On a renoncé au truc où tu fais une assemblée générale qui élit un CA, qui élit un bureau, qui élit une présidente ou un trésorier. On a renoncé à ça. Hein. Nous sommes une organisation sans chef, mais pas gazeuse. On est une organisation organisée, mais dans laquelle les groupes locaux sont à l'initiative des comités de coordination trimestriels, les assument à tour de rôle. Tous les groupes locaux sont enfin pas tous, parce que tout ça ne s'acquiert que progressivement. Hein, on a tellement été formés à la délégation et à ne pas décider nous-mêmes que ça se construit lentement, cette pratique de la décision collective. Mais donc sur les 25 ou 30 groupes locaux que nous avons, il n'y en a guère qu'une 10 ou 12 qui se mobilisent réellement pour le moment. Mais nous allons bien arriver à ce que tous se mobilisent, et puis que d'autres groupes locaux aussi se construisent d'ailleurs. Donc voilà, les groupes locaux n'attendent pas qu'un collectif national décide de ce qu'il faut faire. Les lieux de décision sont disons, des lieux totalement partagés, disons, avec des porte-paroles qui changent régulièrement lors des comités de coordination que nous constituons tous les trimestres. Bon, donc, et puis un secrétariat, etc., qui n'attend pas, qui tourne
sanctionne régulièrement les commissions administratives qui n'ont aucun pouvoir décisionnel, qui exécutent ce qui a été décidé en comité de coordination et qui changent régulièrement c'est des groupes locaux qui s'en chargent régulièrement. Enfin bref, on expérimente et encore une fois avec des difficultés parce que encore une fois faut voir comment les partis politiques et les syndicats fonctionnent de façon totalement verticale. Il y a encore beaucoup à faire. Mais moi, je salue au contraire. Je pense que nos révolutions fonctionnent comme ça. Je salue l'effervescence démocratique. J'étais encore à Charleville-Mézières le samedi dernier, chez Josette, un lieu alternatif, à la fois café, librairie, qui fonctionne de façon totalement démocratique et qui est un lieu encore une fois, d'effervescence, un lieu de débat, un lieu citoyen. Non, moi je suis plutôt optimiste là-dessus. Oui, mais évidemment, je salue également tout ce travail militant sans qui nos débats n'auraient même pas de sens, puisque c'est bien parce qu'il y a énormément de personnes qui se mobilisent et qui réfléchissent à ces questions-là qu'on peut se permettre non pas seulement d'espérer, mais d'agir pour changer les choses. Évidemment, c'est des débats qui agitent énormément de choses dans la société. Mais tu vois, par exemple, je faisais plus allusion, par exemple, pendant les émeutes qui ont suivi le meurtre de Nahel Merzouk ouais, c'est ça, en juillet. Il n'y a pas eu... il y a eu évidemment une grosse mobilisation de soutien, en tout cas en termes d'opinion majoritaire. Les deux premiers jours suite à ce meurtre, l'écrasante majorité de l'opinion soutenait évidemment la colère et l'indignation des Nantériens et Nantériennes qui ont perdu un de leurs enfants. Mais c'en est resté là malheureusement et au bout de 2 jours le rapport de force s'est inversé du fait que cette mobilisation, faute d'assemblée, Nina nous a quittés mais je vais la remettre dès qu'elle réapparaîtra dans mon fil, faute de réunions, faute d'assemblées dans les quartiers, faute d'assemblées dans les autres endroits en France qui auraient pu apporter une solidarité politique concrète. Enfin, tu vois, ça a été très... sur les réseaux sociaux, il y a eu des manifestations, des rassemblements à la mémoire de Nahel et en protestation contre les violences policières. Mais moi, c'est plus ces assemblées populaires qui organisent les luttes, qui permettent d'auto-organiser la lutte sociale et qui permet surtout de donner une direction à la colère pour que cette colère, malheureusement, elle ne se retrouve pas face à un mur policier en l'occurrence, et ne soit pas matée dans la violence. Je pense qu'il y a évidemment énormément de choses qui se font, énormément de personnes qui travaillent à un changement de société et ça c'est absolument pas quelque chose que je remets en question, mais c'est plus, tu vois, ma question sur quand il y a une lutte sociale qui embrase le pays, il n'y a pas comment dire, d'autant plus depuis la pandémie, on a une difficulté à s'organiser en assemblée dans tous les quartiers, toutes les villes, pour coordonner la lutte sociale et lui donner une direction et une stratégie de prise du pouvoir. Parce que là, aujourd'hui, c'est Macron, quoi. C'est Darmanin, c'est les personnes qui ont entre leurs mains le pouvoir qu'il faut virer de là et mettre le peuple à la place, quoi. Tu vois ? Oui, non, mais bien sûr, je suis d'accord avec toi. Moi, ma réaction face aux propositions de la gauche de gauche en juillet dernier, c'était, mais enfin bon, qu'est-ce que nous avons dit à la gauche de gauche ? Nous avons dit ces quartiers sont désertés par les institutions républicaines, il faut davantage d'écoles, il faut revenir, qu'il y ait à nouveau de la poste, il faut qu'il y ait des entreprises,
qu'on redonne un tissu de services publics dans ces quartiers. Bon, d'accord, c'est pas faux comme proposition, mais la proposition, pour moi, de base, c'est de supposer que les personnes en question, les émeutiers dont tu parles, leurs parents, sont parfaitement capables de décider de ce qui est bon pour eux, et que c'est pas nous qui, par un bon état, faisant une bonne politique, allons déverser des bonnes choses à des gens qui sont en manque. Je trouve, je, je, personne ne peut être défini par son manque. Nous sommes tous, tu insistais d'ailleurs sur des assemblées dans lesquelles les gens décident de ce qui est bon pour eux. Mais encore faut-il qu'il y ait des droits. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que notre responsabilité comme parti communiste, comme membre de la NUPES, enfin ex-membre paraît-il, si j'en crois nos directions imbéciles, notre responsabilité, c'est de revendiquer pour les jeunes de ces quartiers le salaire à 18 ans, la responsabilité économique. C'est fondamental, ça. C'est de faire foi sur les intéressés eux-mêmes, et non pas sur un bon État qui va faire une bonne politique d'en haut en définissant les personnes de ces quartiers par leur manque. Tout ça est scandaleux, ça me choque. Il faut absolument que nous changions notre braquet de ce côté-là. Ça a été tout le temps, d'ailleurs, le fait des organisations de classe. Nous ne voulons pas être considérés comme des gens en manque à qui on va apporter quelque chose. Nous sommes, nous, en capacité de définir nous-mêmes ce qui nous convient. Nous voulons conquérir les droits de pouvoir le faire. C'est ça pour moi. On dépasse là ta question initiale sur la délibération collective, l'habitude de la délibération collective. Mais je voulais insister sur ce point, c'est que dans la gauche a encore beaucoup trop de pratiques par en haut. Oui, c'est un peu aussi d'ailleurs ce que je vois quand j'entends il faut repolitiser les quartiers populaires, reconquérir les quartiers populaires. C'est un peu le même esprit au final, comme s'ils faisaient pas de politique ces gens-là et qu'il fallait absolument leur apporter Bien sûr. la bonne parole. Écoutez, je suis très contente de cet échange. Merci beaucoup Bernard, merci beaucoup Nina. Est-ce que vous avez encore des éléments qu'on n'a pas forcément abordés mais qui vous sont venus à l'esprit pendant la discussion? Peut-être Nina, bien sûr si tu as... La fatigue est aussi très compréhensible après une journée. Bon, toi, c'est pas après une journée de travail puisqu'on est sur un décalage horaire. Mais voilà, est-ce que tu as potentiellement quelque chose que tu voulais ajouter à la discussion? Oui, en fait, je voudrais rebondir très rapidement sur ce qu'a dit Bernard après avoir parlé de la sécurité sociale, de la santé, du fait qu'il faille le généraliser à toutes les productions. Et en fait, je ne peux qu'être d'accord avec ça, surtout si on prend l'exemple d'organisme qui m'intéresse beaucoup, personnellement et dans mes recherches, les sociétés coopératives ouvrières et de production, pardon. Parce que je me rappelle de cette longue bataille qu'avait menée Scopti, l'été Tisane 1336, 1336, qui a été très médiatisée, mais bon, ça date un petit peu. On est beaucoup à devoir acheter leurs produits d'abord pour les soutenir et ensuite parce qu'ils étaient super bons. Il faut le dire aussi. N'hésitez pas, surtout, ils sont incroyables. Mais je me rappelle une fois avoir gagné leur long combat, avoir pu relancer leur production, la SCOP avait eu énormément de difficultés à vendre ses produits à cause d'un manque d'accès aux grands distributeurs qui passaient des contrats avec des grandes marques, des multinationales en termes de thé, et pas avec les plus petites productions.
d'ailleurs pas du tout avec Scopti. Et je me rappelle un bras de fer qu'ils avaient eu avec Carrefour et Casino à cette époque-là. Et en fait, ça me fait vraiment penser au fait que, oui, en effet, si on veut réussir à faire quelque chose, avoir une sécurité sociale de tous les pans de la vie qui fonctionnent, faut qu'on pense à vraiment absolument tout. Parce qu'à chaque fois, il y a toujours un bémol quand on en oublie un. Par exemple, on peut faire la chose la plus, on peut avoir la production la plus délibérée du monde entre nous dans la structure. On peut avoir le mode d'organisation le plus démocratique. Vu qu'on vit dans un système capitaliste mondial, au final, on s'émancipe pas tellement de la concurrence. Donc, à la fois, c'est super effrayant et ça a l'air super logique, mais voilà, je me demande si faut pas qu'on prenne le pouvoir sur le monde entier en même temps. Enfin voilà, c'était tout. Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec Nina. Comment sortir de la marge les coopératives, par exemple, hein, comment Mm. sortir et Scopti est tout à fait significatif. Finalement, il a dû quémander le fait d'être référencé par la grande distribution, alors que c'est tout à fait contraire à sa, à sa pratique et à sa politique. Donc, il faut sortir Scopti de la marge, et ça, c'est là que la sécurité sociale de l'alimentation le permet, parce que elle repose sur ce qu'on appelle une monnaie marquée. Les, les, euh, la carte vitale que nous avons pour les soins, c'est de la monnaie, on paye avec ça des soins, aussi bien à l'hôpital qu'en ambulatoire, mais c'est de la monnaie marquée, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'utiliser, on ne peut l'utiliser qu'auprès de professionnels conventionnés. Et c'est là, c'est dans l'arme de la convention qu'on a une possibilité de complètement changer une production. Si nous affectons, bon alors un réseau salariat, on réfléchit sur 80 milliards par an qui iraient à une sécurité sociale de l'alimentation pour solvabiliser les personnes. Donc 100 euros par personne et par mois. Pour une famille de 3 enfants, ça fait 500 euros par mois. Ça ne couvre pas tout, hein, bien sûr, mais ça, célibataire, c'est 100 euros seulement, mais ça permet de couvrir le tiers à peu près de la consommation alimentaire, pas des besoins alimentaires. Mais cette somme-là, qui va être sur la carte vitale, comme pour les soins, par une sécurité sociale de l'alimentation, on ne pourra la dépenser qu'auprès de professionnels conventionnés. C'est-à-dire qu'on ne pourra la dépenser qu'auprès de Scopti. Unilever, qui fabrique des thés industriels, ne sera pas conventionné. On va conventionner Scopti, 1336, mais pas Unilever. C'est ça le point qui est absolument décisif. C'est qu'on va sortir Unilever, Scopti de la marge parce que on va lui fournir une clientèle solvabilisée. Les critères de conventionnement sont évidemment décisifs pour passer d'une production capitaliste à une production communiste. C'est pour ça que c'est une voie. Enfin, je renvoie vraiment ceux qui nous regardent en ce moment au site de Réseau Salariat où ils trouveront des tas de documents sur la sécurité sociale de l'alimentation, sur celle de la culture. Mince, et ben vous voyez, je suis toute seule, j'ai été abandonnée par... Ah, c'est bon, c'était un problème de réseau. Encore une fois, je suis désolée pour ces petites aléas techniques. Bernard, tu nous disais tu nous recommandais chaudement d'aller regarder le site de Réseau Salariat avant que ça te coupe. Oui, c'est ça, oui. Oui, mais du coup, je voulais juste te laisser terminer ta phrase. Malheureusement, tu as été coupée, mais si tu Ah, avais... ben, non, mais que sur le site de Réseau Salariat, donc réseausalariat.info, les personnes qui nous regardent en ce moment trouveront des tas de documents et de références sur la sécurité sociale de l'alimentation, de la culture, des services funéraires, du logement, etc. Et de la bifurcation écologique, etc. Il y a Soka qui a mis dans le chat le lien du site de Réseau Salariat pour si ça vous intéresse. Et de toute façon, dans le replay, je mettrai dans la barre d'infos sur YouTube également le site du Réseau Salariat. Comme ça, vous n'aurez même pas à chercher. Tout
tout prêt pour aller apprendre plein de nouvelles choses sur tout ce travail sur la sécurité sociale, les sécurités sociales qui sont développées par Réseau Salariat. Et ben, je vous remercie à tous les deux et je remercie aussi le chat. Merci beaucoup pour cette discussion. J'espère que ça vous a plu et que ça a permis aux uns et aux autres d'appréhender un peu plus les problématiques qu'on a abordées. Et j'espère surtout, j'ai vu ton doigt levé, Nina, et j'espère surtout que ça vous donnera envie d'aller fouiller un peu plus tous les sujets qu'on a fait que effleurer, parce que malheureusement, même si ça fait déjà presque 2 heures qu'on discute, ça ne peut qu'introduire à tous les sujets dont on a parlé. Mais voilà, en tout cas, je vous invite fortement à aller regarder, effectivement, comme vient de le dire Bernard, le site de Réseau Salariat. Et puis, bien sûr, je fais la pub pour Nos Révolutions. Tous les articles qu'on publie sont très intéressants, évidemment. Je ne pourrais pas dire autre chose. Je vous invite à vous inscrire et vous abonner à notre veille d'actualité, dont le lien est juste au-dessus du chat pour ceux qui sont en direct. Et dans le replay, je mettrai dans la barre d'infos. Nina, tu voulais rebondir ? Oui, en fait, j'avais envie en guise d'épilogue de poser une dernière question à Bernard qui peut à la fois être très vaste, mais aussi être répondue en quelques mots. C'était tout à l'heure, tu disais que quand on sera mûr pour ça, et en fait, il nous manque quoi pour être mûr, pour toutes ces belles idées? Là, je pense que l'école, pour le moment, ne nous forme pas encore à la responsabilité collective. Et il y a peu de lieux où nous apprenons, je ne sais pas quoi, comment fonctionne une entreprise, qu'est-ce que c'est qu'un marché international, comment est-ce qu'on produit du blé. Enfin, je sais pas, mes questions sont peut-être sottes, mais enfin, je peux dire que notre connaissance de l'état actuel de l'intelligence artificielle, par exemple, est quand même extrêmement faible. Pour le moment, je pense qu'effectivement, il y a encore beaucoup à faire pour que notre sens notre capacité de la responsabilité collective sur la production puisse vraiment s'exercer complètement. Mais quand j'ai dit ça, je n'ai dit qu'une partie du propos. L'autre partie, c'est qu'encore une fois, il y a une effervescence communiste qui aujourd'hui me passionne. On n'est pas... moi, dans ma génération, globalement, on adhérait au travail tel que le capitalisme nous l'imposait. Ceux qui n'étaient pas trop d'accord devenaient fonctionnaires, si on veut. Mais aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est toute cette dissidence dans la jeunesse diplômée. Mais il faut qu'elle sorte de la marge, quoi. C'est ça. Pour moi, c'est la marginalité dans laquelle nous sommes encore qu'il faut dépasser. Et c'est là que l'expérience du Parti communiste, de sa capacité qu'il a eue à créer une institution macroéconomique comme le régime général de sécurité sociale, le Parti communiste et CGT, doivent nous faire réfléchir et puis surtout nous donner confiance. On peut après tout, on n'est pas plus bête qu'eux et on peut faire aller plus loin qu'eux dans la conquête de la souveraineté sur le travail. Oui, et puis il s'agit aussi à chaque mouvement social, à chaque grand mouvement collectif Souvent aujourd'hui, ça prend la forme de contestation contre les politiques menées par le gouvernement, parce que malheureusement, en tout cas, vu comment est organisée la démocratie sous la Ve République, c'est un peu comme ça que s'organise le débat public. Mais à chacun de ces mouvements sociaux, il y a aussi l'enjeu de se mettre en position, ou en tout cas d'essayer collectivement de voir comment on peut faire en sorte de prendre le pouvoir, quoi. Bon, c'est dit de manière très naïve, là, comme ça, mais c'est une vraie question, quoi. Comment on peut avancer à chaque moment dans le débat collectif, dans la conviction de plus en plus de personnes, dans la tentative de former une majorité politique autour de revendications et
voilà, de l'envie partagée par l'ensemble du mouvement social de changer la société, comment on peut faire pour faire avancer les choses, parce que, en tout cas, enfin, moi, c'est peut-être là-dessus que j'ai envie de finir, mais à chaque fois, on se pose la question pourquoi les gens, ils se mobilisent pas, enfin, évidemment, les gens se mobilisent, mais je reprends un peu les termes de la classe dominante, pourquoi les gens se mobilisent pas, pourquoi les gens votent pas, pourquoi les gens s'en fichent de la politique, etc. C'est faux, les gens, ils s'en fichent pas de la politique, ils sont au contraire extrêmement... ils ont plein de revendications, mais juste aujourd'hui, surtout, les gens ont énormément comment dire, un haut niveau d'exigence par rapport à les changements qu'ils veulent apporter à la société, un énorme niveau d'exigence qui est à la hauteur des défis qu'on a à relever, autant sociaux, climatiques, démocratiques, etc. Et en fait, c'est juste que tout le monde est tellement épuisé par le travail, tellement épuisé par la vie de manière générale, que si on veut consacrer du temps et de l'énergie à se mobiliser politiquement, bah faut bien que ce soit pour changer le monde, parce que c'est pas au niveau de ce niveau, en dessous de ce niveau d'exigence que les gens vont se mobiliser. Et ils ont pas tort, ils ont totalement raison, et c'est à nous d'être à la hauteur de cette exigence populaire et de cette exigence majoritaire, et de pas renoncer à prendre le pouvoir, parce que dès l'instant où on renonce à prendre le pouvoir, on renonce à la majorité populaire, parce que la majorité populaire, elle n'a pas renoncé à prendre le pouvoir, et voilà. Je savais pas vraiment comment conclure ça, mais voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois tous les deux. Je suis vraiment encore une fois ravie d'avoir pu discuter avec vous deux. De toute façon, je suis certaine qu'on pourra se recroiser à l'avenir dans nos luttes. Je remercie également le chat, merci à toutes et à tous. Bien sûr, l'intégralité de cette discussion sera retransmise sur YouTube à partir de demain. Voilà, passez une très bonne soirée et puis merci encore. Merci beaucoup.